Les amis, je pense que c'est l'une des vidéos qui me tient le plus à cœur de faire, pour plusieurs raisons. La première raison, j'ai la chance d'avoir un ami fidèle à côté de moi qui est l'un des plus gros youtubeurs francophones. La seconde raison, vu le climat actuel où on parle d'immigration, on parle d'intégration, il est la preuve vivante qu'on peut bien s'intégrer en France quand on met le travail à l'honneur pour y arriver. Et la troisième raison, c'est que c'est quelqu'un qui ne parlait pas un mot de français et qui a réussi à créer un terme qui est devenu viral sur YouTube, pouce bleu. Bon, quand je vous dis pouce bleu, vous savez bien de qui je parle de Monsieur Ibra TV, qui a commencé avec des caméras cachées, se cacher dans un McDo, se cacher dans un cinéma, voilà, avoir une Lamborghini, parler à une meuf, elle ne te calcule pas, et dès que tu ramènes le gamos, elle monte avec toi, piéger un pédophile, après faire du combat dans la rue comme le faisait Feu Kimbo Slice, et créer une chaîne de restaurants Black and White Burger. La question que vous vous posez, c'est où est-ce que s'arrêtera Ibra? Mais dans cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment cet immigré tchétchène a réussi à être la personne que vous connaissez aujourd'hui et qui vous fait tant rêver et qui vous donne envie d'aller au-delà de ce que vous pouvez faire chaque jour. Ça, c'est une putain d'intro, je sais. Donc, les amis, maintenant, vous avez deux choses à faire avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et ça, je serai intraitable. La première des choses, mettre les notifications. Et la deuxième, vous abonner à la chaîne. Ou bien l'inverse. Donc, si tu fais les deux, c'est bon déjà. Et maintenant, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à tant et qui déplaît à certains. Je ne vais pas vous mentir, mais moi, quand je regarde mes vidéos, je fais avance parce que l'intro, elle est hyper longue. Je la connais par cœur en plus. Les amis, si comme moi, lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez la chance, c'est une chance ultime, d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas, qu'est-ce qui est long cette intro, ceux que vous n'aimez pas sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new putain de day, je suis chez Black and White Burger à Boulogne, avenue Leclerc, et je suis avec Monsieur Ibra TV. Ibrahim, Ibrahim. Chacun, comme il veut, je laisse le choix. Bon, Ibra, franchement, c'est un honneur que tu sois là avec moi, parce qu'on se connaît depuis hyper longtemps. On a passé des moments extraordinaires, parce qu'on a rigolé. Non, franchement, on a bien rigolé. Preuve par l'image. Ce mec-là, il fait des caméras cachées. Je lui dis, donne-moi ton point de vue, il m'a fait mieux. Les amis, à vous de me donner également votre point de vue. Il est au top. Après, il faudrait qu'il sèche peut-être un peu plus des abdos, s'élargir un peu des épaules. Mais à la base, c'est un mec qui fait des caméras cachées. En plus, non seulement il est beau gosse et il est musclé, mais en plus, le mieux de tout, c'est un mec super sympa. Regardez-le, c'est un mec qui se prend pas la tête, à la différence de beaucoup. Lui, il calcule pas, il fait son truc, il est là pour faire rire les gens, pour les détendre. Tu m'as dit que tu regardais mes vidéos, et ça, c'est un honneur pour moi que quelqu'un de ton niveau regarde mes vidéos et apprécie mon travail. Et franchement, ça fait plaisir que tu me vends à ce point-là et tout. Merci beaucoup. C'est moi qui honorais de venir partager un petit peu ces moments et tout. Donc voilà. Tu me vends tellement que je suis un peu gêné. Mais non, mais parce que, tu sais, Ibrahim, le truc, c'est que toi, tu es tellement dans ton truc, même on en parle en off, tu es un entrepreneur, tu prends pas de vacances, tu es toujours t'as toujours cette énergie pour créer du business, pour te développer. Et en fait, on se rend pas compte, en fait, qu'on a la tête dans le guidon, que si on regarde dans le rétro, tout ce qu'on a accompli, et c'est justement la raison de ma venue ici et de pouvoir t'avoir pour que tu expliques aux gens comment tu as commencé, comment tu as fait pour en arriver jusque-là aujourd'hui. Et il ne faut pas avoir la modestie de ne pas se rendre compte qu'on est bon dans ce qu'on fait et qu'on réussit. Bon, quand tu vois ton compte en banque, je pense que tu t'en rends compte aussi. Hein. Quand on voit avec quoi tu roules, on l'a compris. Il faut modeste. Donc alors, Ibra, comment tout a commencé? Donc, quand est-ce que tu es arrivé en France? En quelle année? Je suis arrivé en France en 2006, je crois, en août 2006. Avant ça, on était en Pologne, en transition pour arriver en France. Dès le début, c'était le but d'arriver en France. Et quand on traverse la frontière, on se fait retenir en Pologne, ceux qui n'ont pas de chance. Et en Pologne, on est passé, je crois, un an, jusqu'à ce que mon père puisse réunir une certaine somme d'argent pour pouvoir traverser la frontière de Pologne jusqu'à la France.
Donc, tu as traversé la frontière comme le font tous les migrants par des passeurs. Exactement, comme D'accord. des passeurs. Après avoir discuté avec pas mal du monde qui sont passés comme nous, on a plus ou moins chacun, chaque personne a de manière différente qui ont passé la frontière. Vraiment, on pourrait limite faire une petite histoire pour chaque personne. Nous, notre manière, c'était, il y avait une camionnette entre le avant de camionnette et arrière où on met tout le matériel. Personne n'avait aménagé un petit espace, un petit peu caché, euh, dans lequel on s'est allongé. On était 5 personnes, enfin ma famille, on est 5 personnes. Il recouvert, il a clôturé comme une sorte de tombe. Comme ça, quand on regarde, on ne dit pas qu'il y a quelqu'un dedans. En fait, c'est bien clôturé avec des clous et tout. Et du coup, nous, on est passé de cette manière-là, de Pologne en Allemagne, en fait. Et après, chaque personne, chaque famille, j'ai l'impression qu'ils passent plus ou moins chacun de sa manière. Il n'y a pas vraiment une route pour moi, ils passent comme ça, en fait. Donc voilà, ça, c'était une manière que notre famille est passée de Pologne en Allemagne. Après, d'Allemagne en France, c'est plus ou moins facile, vu que c'est l'Europe, tu prends le train, c'est ligne droite, et voilà. Et pourquoi la France? Dès le début, quand on était au Bled, la France était vendue comme un pays qui accueillissait bien les immigrés, qui n'était pas aussi compliqué que comme par exemple en Allemagne. C'est pourquoi on s'est pas arrêté en Allemagne. On a pu constater, par exemple en Pologne, que c'était pas la meilleure de vie. C'était toujours mieux que chez nous en Bled, qui vivent cette dictature et cette peur et tout ça. Mais la finalité, c'était la France, justement pour ces raisons-là. Et donc, tu arrives en France en 2006, après ce périple. Donc, tu arrives en France en 2006 après ce périple. Et donc, quand tu arrives en France, donc j'imagine que tu n'as pas de logement. Tu avais de la famille en France? Non, on n'avait pas de famille. On avait les amis qui habitaient avec nous en Pologne. Ils sont partis quelques mois avant nous. C'était des amis de mes parents. Bah, ils étaient là en France, à Paris. C'est eux qui nous ont expliqué un peu les démarches à suivre. Et ceux qui ont un peu, nous ont accueillis, enfin, ils ont accueillis à la gare pour nous montrer la direction à prendre. Et voilà. Et donc, tu avais quel âge quand tu arrives en France, toi? Je crois que j'avais peut-être entre 12 et 14 ans, je ne sais pas. Un truc comme ça, entre 12 et 14 ans. Ouais. Et donc, quand vous arrivez en France, donc sans papier, l'argent que vous aviez vous a servi à passer. Donc, les passeurs, c'est très très cher. Ouais. Donc, quand vous arrivez en France, où est-ce que vous habitez? Qu'est-ce que vous parlez? Personne parle la langue? Personne parle français? Non, personne parle la langue. Bah justement, ses amis nous ont dirigés vers une structure qui, à l'époque, s'appelait Kavda, qui accueille les immigrés. Et les gens qui avaient la famille, ils avaient plus facilité à avoir un logement. Des gens qui avaient déjà de la famille en France? Non, qui ont Ah oui, famille, avec des ouais, enfants. voilà, avec des enfants. Et du coup, j'étais moi, ma sœur et mon petit frère. Et via cette Kavda, on a eu logement le jour même. C'était l'hôtel à Saint-Ouen, à Garibaldi. C'était voilà, c'était vraiment pas la joie. C'était une petite chambre pour 5 personnes. Je crois que c'était 15 mètres carrés, un truc comme ça. C'était vraiment sale et tout ça. Et ma mère même a eu les larmes aux yeux parce que elle a rêvé, voilà. Mais c'était toujours mieux que au bled où on risquait sa vie, surtout mon père qui a fait la résistance à l'époque, qui voilà et qui était la dictature, que voilà c'était très dur. Donc on est arrivé là et c'est là tout a commencé. Donc ça veut dire que dès que vous êtes arrivé en France, vous avez pu avoir un logement du jour au lendemain, moi, avoir un endroit où dormir toi et ta famille. Et donc après, ça a été quoi la prochaine étape? Prochaine étape, c'est de trouver d'où nourrir, de se nourrir. Et là, en sachant que mes parents ils avaient l'habitude de se battre pour se nourrir, en sachant que au bled, avec la guerre, c'était compliqué. Donc voilà. Alors arrivé en France, il y a beaucoup d'aide. Donc voilà, ils se sont mis directement au fourneau, entre guillemets, pour nous chercher de quoi se nourrir et tout. Et là, toutes les associations comme le Croix-Rouge, Restos du Cœur et tout nous ont beaucoup aidés. D'ailleurs, merci à eux. Avec la nourriture, Père Lachaise à l'époque, c'était un petit endroit pour les SDF qui donnait du pain et du soupe et tout ça. Donc, j'allais chercher du pain pour la famille. On allait manger des fois chez Restos du Cœur, au Croix-Rouge. On devait aller tous en famille manger sur place.
Et voilà, ce genre de manipulation pour pouvoir se nourrir, quoi. Et donc toi, tu as 14 ans, tu te retrouves dans un pays que tu connais pas avec ta famille, qui t'accueille plutôt bien. Ouais. Il vous donne un logement, il vous donne de quoi manger. Bon, même si c'est pas, Non, c'est quand même bien, vous êtes bien quand même sûr, satisfait. bien sûr. Et donc tes parents, ils cherchent un travail, ils essayent. Vous allez aller à l'école, j'imagine, on vous scolarise. On nous scolarise, je ne me rappelle pas à quelle vitesse. On scolarise, justement, c'est mon premier collège Jean Jaurès, Saint-Ouen. C'est là que je vais à l'école, dans un classe spécialisée qui s'appelle CLA, pour les immigrés un peu comme moi, qui viennent de 4 coins du monde, qui ne parlent pas français. Il y a des Portugais, il y a des Romains, il y a un peu de tout. On nous prépare un an avant d'intégrer des vraies classes. Mes parents, voilà, ma mère voilà, s'occupe de nous comme elle peut, et mon père, directement, il va chercher le travail. Il trouve un travail en noir qui était payé 30 € par jour, je crois, un truc comme ça, dans un bâtiment. Donc, il était très content de pouvoir gagner, même si c'est la misère, c'est l'esclavagisme, entre guillemets, mais il était très content de pouvoir avoir même des 300-500 € par mois. C'est un grand plus pour nous. Et du coup, à partir de là, mon père, il a travaillé jusqu'à aujourd'hui en France. Il a travaillé illégalement parce qu'il n'avait pas le choix, les papiers ne se permettaient pas. Mais dès qu'il a la possibilité de travailler légalement, il a travaillé. Mon père n'a jamais, à mon connaissance, été sans emploi, à part des moments vraiment critiques pour lui, pour la famille. Sinon, il a toujours travaillé, mon père, jusqu'à aujourd'hui, alors que j'essaie de le forcer qu'il ne travaille pas, qu'il se repose. Ouais. Mais en fait, lui, je suis d'accord avec lui. Il dit, dès que j'arrête de travailler, je vais sombrer donc j'ai besoin de travailler, c'est un peu vital pour moi. Donc, voilà. Donc, tu avais une obligation de réussir, au moins de trouver un moyen de gagner de l'argent, de t'en sortir, déjà rien que pour ta famille, pour leur donner une condition sociale un peu plus décente. Donc toi, à quel moment tu t'es dit tu vas te lancer sur les réseaux sociaux, sur YouTube? Alors, je me suis déjà lancé sur les réseaux sociaux en 2009 par passion. J'aimais bien faire tout ce qui est création. Je suis un peu… comment je peux appeler ça? Un geek? Non, pas vraiment geek, mais un peu rêveur. J'aime bien… Je suis dans la création, en fait, avec tout ce que j'avais vu quand j'étais petit, tous les films Jackie Chan et tout. Et moi, j'aimais bien Yamakasi, quelque chose qui me parlait. C'est grâce à Jackie Chan que je me suis mis dans le parcours Frère Eun. Et moi, j'aimais bien avec les différentes musiques, de faire le montage et tout. Et je mettais ça sur YouTube depuis 2009. Et à côté, voilà, je faisais mes études, j'ai travaillé à gauche, à droite, comme je faisais. Jusqu'à qu'à un moment donné, mon père, elle m'a dit, ça y est, tu arrêtes tes trucs d'enfant, maintenant il faut que tu ramènes l'argent à la maison. Maintenant, voilà, tu dois prendre le relais bientôt et tout. Moi, tu vois, je vais mourir et tout. Donc, donc en gros, donc, il m'a dit, et ça, c'était parce que je faisais beaucoup, et tout mon temps libre, je l'utilisais pour faire des galipettes dehors, frère. J'étais vraiment passionné. Et il me disait, non, bah, vas-y, travaille. Tu vois. Moi, je n'étais pas du tout à l'école. Moi, je me suis forcé pour mes parents d'avoir un diplôme. J'ai eu un petit diplôme. Tu as quoi comme diplôme? J'ai eu un diplôme de BAPAT dans l'animation. Ah, le BAFA. Non, BAPAT. C'est quoi BAPAT? C'est comme BAFA, mais mieux un peu. Ok. C'est niveau BEP, je crois, comme ça. Enfin, voilà. Bref, c'est quelque chose qui ne me plaisait pas, mais voilà, je me suis mis dedans. Après, j'ai fait lycée aéronautique parce que je me suis dit, les avions, c'est bien et tout. Et quand tu arrives, c'est pas vraiment comme tu le penses. Et l'école, c'était jamais mon truc. J'arrivais pas à me concentrer. C'est quelque chose que j'arrivais pas à me mettre dans le moule. Parce que justement, j'aimais bien la liberté. J'aimais pas qu'on m'impose des choses et tout. Et aussi, grâce à mon père qui m'a toujours éduqué. Et d'ailleurs, c'est sa éducation qui allait un peu contre lui-même. Parce que à force de me dire, bah, t'as ton cerveau, réfléchis par toi-même, fais ce que tu sembles bon, ne m'écoute même pas moi. Au final, ça finit par l'écouter. Au final, je l'écoutais, mais ça retourne contre lui parce que justement, comme me disait, ouais, vas-y, il faut que tu bosses et tout. Et je voyais que, en fait, j'ai fait par passion à la base. Et je voyais que, voilà, je me dis, putain, il faut que je fasse quelque chose dans la création pour. Moi, j'aimais bien provoquer des émotions dans les gens. En fait, j'aimais bien ça.
Et je me dis, j'ai envie de provoquer des émotions dans la personne, dans la création, tu sais. Et là, je regardais beaucoup les vidéos à l'étranger, en Russie, les caméras cachées et tout ça. Et en France, ça n'existait pas à l'époque. En tout cas, pas de cette manière-là. Il y avait des trucs de genre François Lambrouille. Il y avait aussi. Mais c'était un peu à l'ancienne, tu vois. Mais il n'y avait pas vraiment ce truc extrême et tout, comme j'ai lancé un peu en France. Et c'est là que je me suis dit, OK, vas-y, c'était en 2014. Vas-y, je vais lancer un truc. Je vais refaire une nouvelle chaîne YouTube. Parce que ma ancienne chaîne était complètement bousillée pour la monétisation, parce que je m'en foutais de monétisation, j'utilisais toutes les musiques possibles, tu vois, vraiment musique. Et quand j'entends une musique, c'est à moi dans mes têtes, il y a les images que je dois déjà prendre, en fait, et moi j'ai adapté ces images par rapport à cette musique. Et Mais voilà. tu n'avais pas compris que les musiques n'étaient pas libres de droit et qu'il fallait... Mais j'avais compris au fur et à mesure, mais je m'en foutais en fait. C'était vraiment, je voulais créer quelque chose comme dans mon esprit, dans mon imagination, pour présenter ça à des personnes sur YouTube. Et pour que puissent profiter un petit peu de ce que j'ai dans la tête, quoi. Partager un peu la passion. Et là, j'étais obligé de refaire une nouvelle chaîne YouTube que j'ai intitulée Ibra TV. Je me suis dit à l'époque, Ibra TV, pourquoi? Parce que je compte faire un peu tout ce que j'ai envie. Si j'ai envie de faire du sport, je vais faire sport. Si j'ai envie de faire des défis, je vais faire des défis. C'est là que j'ai lancé Ibra TV. Et quelque chose qui me parlait beaucoup, c'était les caméras cachées, car je sentais que j'aurais le courage faire des choses un peu extrêmes et tout, mais j'étais très timide. Et courage, ok, mais timidité, c'était autre chose. Et je voulais tellement réussir dedans que je me suis battu pour vaincre ma timidité. Et d'ailleurs, on peut voir une grosse différence entre ma première vidéo et encore, c'est même pas la première vidéo parce que j'ai supprimé d'autres. On voit sur mon visage que je suis vraiment un peu timide, même manière de parler. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai avoir des idées inspirées à gauche, à droite, États-Unis, Russie et tout. Et c'est comme ça que je, au fur et à mesure, développé. Mais quelle vidéo, comme m'avait dit un ami qui est dans YouTube Game, m'avait dit qu'en fait, tu fais plein de vidéos et à un moment, tu as une vidéo qui sort du lot, qui devient virale et qui permet à ta chaîne d'exploser. Quelle a été la caméra cachée qui a fait que... Il y avait le truc du pédophile, ça c'était un truc qui avait bien marché. Mais est-ce qu'il y a une vidéo avant celle-là qui a permis à ta chaîne d'exploser? Alors, la première vidéo qui a super bien marché, mais c'est pas une vidéo qui a explosé ma chaîne. Voilà. C'était une vidéo où on faisait une expérience sociale. Oui, c'est ça, une expérience sociale. Voilà. Avec Lorenzo Becker, je sais pas. Oui, Lorenzo, oui, voilà, tout à fait. Lorenzo, voilà. Le grand Lorenzo Becker, Lorenzo, mon gars. T'as fait une vidéo avec lui, j'étais même pas. Ouais. C'était en fait, c'était une vidéo où d'abord une femme se fait maltraiter dans la rue par deux mecs maigrichons un petit peu et tout, avec un autre ami, Nornitube, qui m'avait beaucoup inspiré en France parce que c'est lui qui avait fait un peu expérience sociale. Salut Nornis, si tu regardes. Après, il a délaissé YouTube. Après, il y avait moi et Lorenzo qui maltraitaient une femme. Ouais. Et on regardait la différence. Et effectivement, quand il y avait deux mecs balèzes, tout le monde partait, personne ne disait rien. Tu m'as trompé, tu crois que j'y savais pas? Non, je t'ai pas trompé, arrête tes conneries là. Je savais pas. C'est mal, mais ce que tu fais, putain, t'es malade, t'es vraiment malade. J'ai rien fait. Mais t'es fou ou quoi? T'es sérieuse? C'est l'un des vidéos qui a la première vidéo qui a marché en fait. Ça m'a vraiment étonné. Elle avait fait combien de vues cette vidéo? Il a fait à l'époque, il avait fait en 3 jours 900 000 vues. Ah oui, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est énorme. Ouais, c'était énorme. Oui, donc elle était classée dans les tendances, quoi. À l'époque, il n'y avait pas de tendance. Il n'y avait pas de tendance, mais je me rappelle, ça fait 300 000 vues. Après, je dors, je me réveille, j'étais à 600 000 vues. C'est énorme. Je savais pas, tu vois, c'était l'un des trucs qui a mieux marché. Après, je continue à faire d'autres expériences sociales et tout. Et donc, celle avec le pédophile, alors, celle-là, franchement, je pense qu'elle a suscité beaucoup d'interrogations parce que je pense qu'il y a des gens qui se sont dit c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas dangereux de mettre, bon, même si vous étiez là, mettre une petite fille à la merci d'un homme. Tu peux nous en parler de ça? Bien sûr, c'est une vidéo qui était bloquée par YouTube, mais il a beaucoup marché sur toutes les pages Facebook. Tous les gens qui voulaient faire des vues, ils ont tous balancé. Ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est une bonne chose parce que c'était une manière de prévention de parents, prévention un petit peu message, tout en
ayant une grosse visibilité. En fait, moi, j'aimais bien attirer visibilité et tout, mais derrière, je me disais, j'ai un devoir apporter quelque chose. En fait, c'est pas juste pour consommer. En fait, il faut qu'il y ait un message et tout. C'est pour avoir un peu ce côté, comment on appelle ça? Des fois, j'ai des mots qui m'échappent. Du grand chichette. Non, là, je suis concentré français, donc Ouais. dans ma tête, il y a français et j'ai oublié toutes les langues. Bref, en gros, j'avais besoin apporter moi quelque chose du bien en fait, parmi le fait que je fais des vidéos un petit peu dangereuses et tout. Et oui, ça a super bien marché. Après, je n'en ai pas refait parce que voilà, je voulais pas avoir des problèmes avec les polices et tout ça. Aussi, parce quand que... tu te faisais passer pour un policier, c'était pas mal ça aussi. Avec des mecs de cité, c'était vraiment. Ouais. Où tu laissais Jam en pâture, Ouais. avec son iPad, se faisait débrouiller, Ouais. t'arrives là. Oh les gars, qu'est-ce qui se passe là? Oh les gars, lâchez-le. Qu'est-ce que tu veux, Lâche-le. Tu veux quoi, toi? Hein? Tu veux que je te prenne toi? Lâche-le. Pourquoi? Vas-y, vite tes poches, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que Je tu vas lui ton poche. Attends, range ton couteau. Attends. faire? Attends, laisse-moi te dire. Qu'est-ce qu'il va faire? Laisse-moi. D'où tu me touches? Regarde, attends. Attends. Bon, en fait, c'est à chaque fois que j'apportais quelque chose de nouveau, Ouais. ça explosait machine à chaque Ah oui, fois. oui, j'imagine, Chaque ouais. fois que ça me faisait Ça te faisait gagner remonter. entre 100 et 500 000 abonnés. Tu vois, j'ai C'est gagné à un moment donné 500 000 abonnés. Je crois que c'est record français. Hein. Wow. Et du coup, à chaque fois, j'ai apporté. Et moi, j'aimais bien en fait provoquer des réactions et tout. Et chaque fois, je voulais faire quelque chose encore plus fou, un peu truc et tout. Mais ça, je me souviens qu'à l'époque, bon, quand on était dans la même salle de sport, ça t'a joué des tours parce que déjà, tu avais été démonétisé de YouTube. Ouais. Et les marques ne voulaient pas forcément s'affilier à toi parce que ce que tu avais créé était tellement sulfureux Voilà, c'est ça. que ça posait un problème. C'est exactement ça. C'était des choses que tout le monde avait peur et tout ça. Et je faisais des millions de vues, j'avais beaucoup d'abonnés et tout, mais il n'y avait qu'une monétisation. Il y avait qu'une monétisation et les marques, ils avaient peur et nous, on se disait, mais voilà, je comprends pas et tout. Donc voilà, en fait, avant que les gens ils se réveillent, les marques ils se réveillent, en fait, il est beau qu'un marque il vient de voir et tout pub. Après, tous les autres, ils viennent derrière, mais c'est trop tard, en fait. C'est premier arrivé, premier servi. En plus, à l'époque, avec des millions de vues, on n'arrivait pas vraiment, en tout cas au début, parce que ça n'a pas marché tout de suite. En 2014, fait. Après 2016, ça a commencé à un peu rentrer d'argent. Et voilà. Et même, je me rappelle toujours cette vraiment bêtise qu'ont fait Pizza Hut, par exemple. Ils ont voulu nous sponsoriser, mais en mode on vous déduit 70% réduction, même paye pas, tu vois, des trucs vraiment bêtes de leur part. Je sais pas si c'était décision prise au siège Pizza Hut ou si c'était un franchisé, mais vraiment c'est tellement débile de la part de la marque. Pizza, en plus pizza c'est le matière qui coûte le moins cher pour la restauration, tu vois. 70% de réduction et même ça ils n'étaient pas capables de faire. On a même fait une vidéo dans Pizza Hut avec leur placard et tout, juste pour voilà, parce qu'on avait du mal à manger. Du coup, pizza, on s'est dit c'est bien, tu vois. Et même ça, ils n'étaient pas capables, ils sont pas capables de faire ça en fait. Et cette politique-là, je me disais mais pourquoi ou si radin, et ça vous coûte rien. Tu regardes les restos black and white, on donne à tout le monde, tous les influenceurs qui viennent. Il n'y a pas de mail, tu sais. Et en plus, on a le même boucher. Ouais. L'atelier de la viande. Ouais. Et je peux vous dire que on a le même boucher, moi, Ibra. Ils achètent de la viande bio halal. Et même mon boucher, je leur dis, mais il me dit, ouais, ils veulent la qualité. Moi, Voilà. j'essaie de les arranger. Donc ça, je suis témoin, tu vois. Ah, c'est marrant, Amaury. Oui, c'est. Non, mais c'est pour je ça sais que pas ce que tu veux dire. je suis témoin. Donc, je sais que la qualité que vous Ouais, c'est offrez, la c'est qualité, mieux ouais. que McDonald's et c'est mieux Ah que oui, c'est les pas- autres restaurants du même C'est qualité. pas, c'est pas du tout des concurrents. McDonald's et tout, c'est de fast-food, on va dire vraiment le premier prix d'entrée de jeu. Nous, malgré nos prix très attractifs, la qualité, il vaut pour les restaurants de fast-food qui demandent jusqu'à 20 euros, tu Ouais, vois, ouais. même plus parce Comme que Big Fernand ou. voilà, ça c'est vraiment les gens qui se rapprochent plus ou moins de nous parce qu'ils proposent la qualité, mais ça coûte cher. Mais alors que nous, avec justement l'atelier de viande, on a bien négocié, tu vois, dès le début, il nous a fait confiance, Oui. dans le sens, il a cru en nous, même pas confiance, on a dit, ouais, on prévoit d'acheter tant de viande, et tu vois, il croit pas, mais il dit, ok, vas-y, tu vois. Et c'était après, même chose. Et justement, à l'époque, je me rappelle, l'une des personnes que je me retiens longtemps, qui j'ai encore le souvenir de lui, et d'ailleurs,
on va le voir régulièrement avec Jam. Jam, à un moment donné, il a passé dans la rue pour demander sponsoring. Chaque restaurant et tout. Il était à Sorbonne, Jam. Et c'est là-bas qu'il a fait le tour de restaurant. Et je me rappelle qu'il me raconte après, oui, je suis arrivé dans un truc, je lui expliquais à gauche, à droite, et c'était un grec. Le mec, il a dit, ouais, franchement, il parlait un peu mal français. J'ai rien compris, mais je vois que tu es très ambitieux. Ouais. Tiens, 300 €, fais ce que tu veux, tu vois. Ah, c'est bien, hein. Ouais, de très content. Il a dit, ouais, j'ai 300 € et tout. Et, Ça, c'était au début, ça. Hein, ouais, quand c'était au vous commencez. début, ouais, c'était vers 2015, je crois. Et on a fait de la pub pour lui. Et c'est un truc qui se trouve juste en face c'est un panini, en face de Sorbonne. Il y avait un autre restaurant derrière qui faisait des burgers à l'époque. Ils nous ont aussi donné 300 €. On a fait de la pub par eux aussi. Ouais, pour vous, c'était énorme. Ouais, c'était énorme. Nous qui se nourrissaient à la cantine, Jam, il faisait rentrer en secret Sorbonne, à la cantine qui tu payais 2,15 € et tu pouvais nourrir. C'est comme ça qu'on se débrouillait parce que l'argent, on investissait dans le matos et tout. Et donc c'est important que tu parles de Jam parce que Jam, ça me fait un peu penser au film Jumeaux avec Danny DeVito, Schwarzenegger, tu sais. Ah oui. Tu vois, vous êtes tous les deux inséparables. Jam, c'est un personnage aussi. Ouais. Tu l'as intégré à tes vidéos alors que c'est la personne qui est undercover, qui est derrière, qui s'occupe également du business. Donc, est-ce que tu peux nous parler de Jam? Comment vous êtes rencontrés? Alors, Jam, c'est quelqu'un qui me regardait encore au moment où je faisais des vidéos parcours. Tu sais, j'étais un petit peu connu parmi cercles restreints, mais tu sais, connaissance des connaissances. Ah, d'habitude, cette vidéo, parce que je faisais un peu de trucs dangereux, je me suspendais dans les grues et tout ça. Des fois, ça a marché, mais bon, c'était pas l'ampleur. Pour te expliquer, de 2009 jusqu'à 2014, j'ai fait peut-être 4000 abonnés, tu vois. D'accord, oui, c'est vrai. Ouais, non, tu vois, c'était pour dire vraiment, c'était la passion et jusqu'à que j'étais obligé de gagner ma vie avec passion, je devais trouver d'autres stratagèmes. Et du coup, il me voyait un peu, même une fois, Jam, il m'a pris la pub. C'était ma première fois de ma vie. Il faisait quoi, Jam? Jam, c'était quelqu'un qui était toujours un entrepreneur, un mec qui imaginait à gauche, à droite, qui faisait application et tout. Et il me voyait, et justement, j'avais fait un petit spot publicitaire pour lui, un peu nul, mais à ma manière, que voilà. Et celui qui m'a, première fois, quelqu'un qui m'a acheté de la pub, c'était lui, Jam. J'avais fait un pub pour une application de pizza. Je devais faire un pub pour un mec en parcours. Il prend la pizza dans la pizzeria, il court, il livre la pizza, en gros, tu sais, truc banal. Et il m'avait payé 150 € et j'étais super content. Et voilà, derrière, je sais pas combien il s'est fait, Jam. Parce que lui, il est comme ça, tu vois. Derrière, il a pris 1000 balles, mais tu vois. Mais j'étais content quand même, tu vois. Moi, je calcule pas ce que les gens mettent dans leur poche. Donc, moi, ça me convient. Et pour dire que déjà, à l'époque, Jam, c'est quelqu'un dans la réflexion de, tu sais, business et tout. Et après, à l'époque, il y a une chaîne en Russie qui marchait énormément. Ils faisaient des caméras cachées, des expériences sociales et tout. Et là, c'est quelque chose qui me parlait parce que je me dis, ouais, je suis capable de faire ça, je suis capable de tout ça. Et j'avais la timidité, mais ok. Et je me suis lancé. À l'époque, j'ai travaillé justement en internat. J'ai gagné 500 € par mois. Je travaillais avec des enfants. Tu vois, les gens me disent, ouais, Brad, quelqu'un de dangereux. Non, je travaillais 3 ans avec des enfants, tu sais, de tout âge, de 2 ans jusqu'à 10 ans, je crois, à la maternité, crèche et tout. Donc on a à côté, tout le week-end, voilà, j'avais temps libre pour développer un peu ma passion, c'est-à-dire audiovisuel, de création, de provoquer les émotions en personne et tout. Et justement, avec cet argent-là, j'ai acheté un ordinateur. C'est toi qui filmais tout? T'avais quelqu'un qui filmait pour toi? Justement, en fait, je vais en venir. Le plus grand difficulté, c'est justement acheter le matos parce que l'argent, tout ce que je gagnais, je ne gardais pas pour moi. Il faut que je donne un peu à ma famille et tout. Ouais. Donc, j'ai économisé un petit peu. J'ai acheté un ordinateur portable, j'ai acheté une caméra. Il y avait à l'époque payé en 10 fois, sans frais et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai acheté. Et à chaque fois, j'ai demandé à des potes. Soit je demandais à un pote, après mon frère. Et tu sais, ils viennent une fois, après, deuxième fois, ils sont pas là parce qu'ils disent d'abord c'est intéressant, mais bon, après, vas-y, il n'y a pas d'argent, on n'a pas le temps. Bah, tu sais, tu dois connaître les excuses, tout le monde banal. Et je ne leur veux pas, absolument pas. Hein. C'est juste pour dire que voilà, chacun fait leur choix dans leur vie. Et après, je fais le tour des répertoires. Et jamais je l'avais rencontré une fois. Et c'est là qu'on a dit, ouais, si jamais tu as besoin, dis-moi, je suis intéressé. Du coup, il est venu 1, 2, 3 fois, 4 fois. Et à partir de là, j'ai compris que
C'était quelqu'un qui avait la volonté, qui avait compris un peu ce que je visais. Et vu que moi-même j'étais régulier et tout ça, j'ai kiffé ça. Et à partir de là, je me suis dit, c'est bien, j'ai trouvé quelqu'un qui pourra m'aider. Parce qu'il trouvait jamais d'excuses, il n'y avait jamais ces trucs, non, je peux pas et tout. Et ça, j'avais vraiment kiffé chez lui. Et là, avec Jam, ça a super bien matché. C'était voilà, sur le même longueur d'onde, même esprit de charbonner, cette discipline qu'on s'imposait. Moi, j'étais un peu la vitrine, un peu le mec qui va faire un peu devant la caméra, et lui derrière, je vais m'occuper un petit peu de développement en arrière-plan, le business model entre guillemets. Mais c'était pas vraiment moi, c'était dans ma tête, c'était pas business pour dire business, c'était surtout j'étais obligé de faire quelque chose pour gagner de l'argent, pour que mes parents, je puisse les mettre tranquillité et qu'ils me laissent un peu tranquille dans ce que j'aime en fait. Donc, en fait, si on fait une synthèse de ce que tu dis, c'est que déjà, vu la pression que ton père te mettait pour monétiser dans l'activité que tu allais choisir, Ouais. Tu as trouvé ce qui allait le mieux marcher par rapport à ce que tu voyais à l'étranger et ce qu'il n'y avait pas en France. Et donc, tu as commencé seul et tu n'as pas réussi à trouver des gens pour filmer parce que moi, je suis le premier, c'est très compliqué. Tu as trouvé Jam et grâce à Jam, vous êtes devenu le binôme qu'on connaît aujourd'hui. Et là, à force de travail, le temps aidant, et également parce que tu es quelqu'un qui a le courage de faire des vidéos que d'autres personnes n'ont pas le courage de faire, ça a fini par payer. C'est exactement ça. Et ce qui est le plus dur, je vais pas t'expliquer en fait, tu sais c'est comment on travaille, comment il faut persister et tout. Les gens ne se rendent pas compte que c'est juste le fait de se lever le matin tôt pour sa passion, ça va, c'est pas si compliqué que ça. Ça fait même pas partie de 0,0000001% d'effort. Il y a tout l'entourage, par exemple, c'était très dur, une des trucs plus durs, c'est quand tes parents ils veulent pas que tu le fasses, quand ta sœur qui veut pas que tu le fasses, quand tes amis ne veulent pas, les gens, tout le monde, en fait, c'est que déjà, c'est parcours de combattant, mais sur ce parcours de combattant, il y a encore des gens qui te tirent, en fait, et c'est ça la vraie difficulté de quand même de grimper, tu vois, déjà le parcours en soi, c'est très dur, mais tous ces gens, tu essaies de te tirer, de t'arrêter, de stopper, et chacun, pour leurs propres raisons, il y en a pour des raisons malsaines, il y en a pour des raisons propres à eux, ils pensent que c'est pourtant bien comme mes parents. Mais tes parents, ils ont vu les vidéos que tu faisais au début? Ton père, il a dû halluciner. Non, au début, non. Heureusement. Au début, non. À part les vidéos de parcours et tout, ça, ils regardaient. Mais sinon, au début, non. Ils savaient que j'allais filmer des trucs qui me disaient arrête les trucs des gamins, en fait, c'est ridicule, tu vois. C'est ridicule, c'est bon, t'es un homme, maintenant oublie ces trucs d'enfant, on grandit un peu, tu vois. Et je comprends tout à fait, hein, c'est quand tu vois que ton gosse, ça fait déjà depuis 2009, il fait des saltos et acrobaties et tout, et je filme, et il casse la tête. Mais merci quand même à mon père parce qu'il m'a quand même donné l'argent pour que je puisse acheter une caméra pour mes passions de fréreux, tu vois, même s'il croyait pas, mais vas-y, amuse-toi, tu vois, quand même. Mais quand même, il voulait que je grandisse, tu vois, il me laissait un peu, il me donnait un moyen de m'amuser un peu, mais il disait, ouais, mais c'est bon, en fait, tu t'es amusé, maintenant, fais quelque chose de sérieux, tu vois. Et fur et à mesure que ça prenait l'ampleur et tout, quand je commençais à ramener l'argent, c'est là, ils ont dit, ouais, en fait, je pense qu'il fait quelque chose. C'est quelque chose de sérieux quand même, tu vois, parce que j'ai ramené l'argent, tu vois, ça commence à ramener l'argent que eux ils gagnent par mois, alors que moi, je ramène ça fois 5, par exemple, tu vois, au début. Et donc ta chaîne explose grâce à tes caméras cachées qui sont de plus en plus pertinentes, de plus en plus clivantes également. Et donc, comme j'ai dit précédemment, donc les marques ne voulaient pas te sponsoriser parce que tu avais une image trop sulfureuse. Et après, à un moment, tu t'es mis à l'une de tes autres passions qui sont les sports de combat, où tu as commencé à faire du combat de rue. Est-ce que c'est Kimbo Slice, feu Kimbo, paix à ton âme, hein, là où tu es, qui t'a donné envie de faire un peu la même chose, du combat de rue? Le Kimbo, ça avait cartonné à l'époque. Ouais, je me rappelle. J'ai regardé aussi. Alors, justement, une fois que j'arrivais plus vraiment à faire la caméra cachée parce que ça marche super bien, les gens me reconnaissaient et tout,
Fallait que tu te renouvelles, en fait. Voilà, en fait, et en plus, ça me plaisait. Oui, absolument. Parce que j'en avais marre un peu de caméras cachées et tout. Et justement, à la base, TV, c'était pour que je puisse faire plein de trucs différents qui me plaisaient. Parce que moi, j'aime bien un peu tout ce qui est un peu extrême et tout. Et là, le sport, je suis depuis longtemps dedans. Je faisais de la lutte et tout, un peu sport de combat et tout. Et là, je savais que le combat, le sang, tout ça, c'est ancré en nous. C'est ancré en nous. L'humain, il aime ça depuis une nuit de temps. Donc voilà, et je me dis, c'est sûr que c'est des choses qui vont les gens regarder. C'est sûr que les gens ils kiffent. Et moi, ça me mettait une certaine envie de le faire parce que c'est un défi, tu vois. C'est un défi. Moi, quand je fais une vidéo, but première, c'est dépasser moi-même, de me lancer un défi. Et après, ça devient une vidéo pour les autres, en fait. Donc, les combats, c'était plus pour moi parce que ça fait peur, ça fait stresser et tout. Mais moi, mon esprit, c'est de me mettre dans la difficulté, de me lancer des défis pour évoluer, en fait. Et ça fait évoluer. Justement, maintenant, je me rends compte que c'est un peu la bonne stratégie de sortir sa zone de confort. Et je ne savais pas forcément me battre. Hein. J'ai jamais fait de boxe. T'étais quand même... Attends. Ça veut dire que quand tu t'es mis à faire ta chaîne de combat, genre t'avais pas fait de sport de combat? À part la lutte, non. Ah oui, t'avais fait de la lutte quand même. Oui, la lutte, oui. Oui, bah c'est déjà un sport de combat quand même, la lutte. Oui, T'es mais pas mauvais, en plus. oui. En plus, t'as quand même une carrure, Ibra. Non, justement, c'est la lutte qui me sauvait, mais je dirais pied-point, je connaissais rien, j'avais jamais fait. En fait, c'est grâce à la lutte, au sport, ou le combat que j'ai fait dans la rue, quand j'étais petit, tu sais, chez nous, on fait battre à tout va. Pour ça renforce, c'est vrai, d'un côté, ça renforce le mental. On voit qu'Habib, il s'est battu contre un mort. Ouais. Et du coup, oui, il y avait ça, mais il n'y avait pas de technique. Si tu regardes maintenant mes combats, c'est ridicule. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a rien, en fait. Et surtout qui me sauvait, c'est vraiment, je prenais les mecs, je ramenais par terre, et par terre, tu peux tabasser. C'est ce que m'a dit Greg quand j'ai fait une vidéo avec lui. Il m'a dit, ah ouais, Ibra, il m'a dit, Ibra au sol, il est chaud. Il m'a dit, ah, il est très chaud au sol. Et donc, quand tu t'es mis à faire ces vidéos, c'est un peu comme tes vidéos de Caméra Active. Donc, c'est toi qui es allé au charbon direct. C'est ça. Toi qui te battais donc face à des mecs. Ouais. Donc, bon, voilà. Donc, ça t'a permis de créer une notoriété par rapport à ça. Et aujourd'hui, t'as créé YFC. Voilà, c'est ça. J'ai légalisé ça dès qu'il y a eu légalisation MMA en France, parce qu'avant c'était pas légal, c'est pour ça que je faisais un peu sur terrain de foot. Je me suis un peu dans le cadre, un peu contre cœur, parce que moi j'aime bien quelque chose d'original, j'aime bien sur terrain de foot. C'est pas sauvage pour moi, c'est quelque chose que tout le monde se reconnaît. Alors, Octogone, c'est vraiment un sport à part entière. Et j'ai pas forcément l'expérience dans cette création de octogone, tout ça, mais pour pouvoir se développer, il faut se mettre dans le cadre, et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le premier événement. C'était pas comme moi je veux, parce que c'est compliqué dès le début pour que le rendu soit comme on en veut. Mais peu à peu, voilà, je vais essayer de m'améliorer dedans, parce que je vais apporter. Moi, je fais quelque chose pour audiovisuel, donc je dois apporter une meilleure image possible pour les gens, une meilleure show possible. Et moi, si je pouvais, j'aurais continué sur terrain de foot. C'est quelque chose. Mais pourquoi tu as voulu arrêter? Pour professionnaliser ton activité, ou juste parce que les gens t'ont dit, bon, Ibra, là, à un moment, faut que tu passes au next step? Parce qu'il y a plusieurs contraintes. Comme premièrement, c'est pour être légal devant la loi, en cas de problème, pour que je sois protéger les combattants, pour avoir aucun problème. Tu sais, vraiment être carré, en fait, c'est vraiment ça le mot. Si je pouvais faire continuer sur terrain de foot et être carré, je l'aurais fait. Mais pour que même j'ai beaucoup de potes combattants pro qui m'ont dit, ouais, j'aimerais bien, mais bon, nous on est pro, on peut pas combattre. Voilà. Et un peu pour ça, tu sais, vraiment pour faire les choses carrées, comme ça, tout le monde peut venir, je peux accueillir public, tout ça, parce que quand tu es sur terrain de foot, tu peux pas accueillir public, même si des fois il y a beaucoup de gens qui seraient à s'amener. Mais voilà, en fait, c'est pour toutes ces raisons-là. Mais moi, je préfère quelque chose qui parle à tout le monde, terrain de foot, parce que partout, il n'y a pas octogone, tu vois. En fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es devenu un promoteur. Voilà, c'est ça, promoteur. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et là, on est en train de se développer. À fur et à mesure, on est arrivé à mon but final de faire les choses telles que je le vois dans ma tête. Et
on va parler également de ce restaurant, de cette chaîne de restaurants que tu as créée. Bon, en plus, tu te mets dans un marché où il y a déjà des gens qui ont marqué leur empreinte d'une tâche indélébile, telle que McDonald's, Burger King, Big Fernand et d'autres qu'on connaît. Donc toi, tu as fait ton premier Black and White Burger au Halles, et je me souviens, quand tu l'as ouvert, il y avait la queue jusqu'à la rue de Rivoli. Cette image, elle est extraordinaire, que tu avais pris d'en haut. C'est extraordinaire. Donc, quand tu l'as lancé, tu t'es dit, je lance un resto pour le kiff. Tu pensais pas que tu allais en faire une chaîne, que ça allait prendre cette ampleur, non? Quand on se lance quelque chose, surtout en entrepreneuriat, quelque chose de assez sérieux, ils vont dire tous la même chose. On peut jamais être sûr. On peut pas commencer pour un truc en disant ouais, dans ce truc il y aura ça. On peut se fixer des objectifs, mais on n'est jamais sûr. Et justement, à cause de ça, 95% des gens ils ne font pas parce que les gens ils veulent maintenant tout de suite. Je vais être sûr que dans 6 mois, le travail que j'ai fait, ça va me donner. Je veux à la fin de mois, je veux mon salaire. C'est pour ça que je vais faire ça, tu vois. Et bien sûr que non. Il faut bien préciser que j'ai pas lancé seul. C'est avec Jam. Jam, surtout, c'était son idée à la base de faire un restaurant. Il a dit notoriété c'est bien, mais il faut qu'on puisse l'utiliser pour faire un business, quelque chose de sérieux. YouTube pour moi c'était super sérieux, mais quelque chose de plus solide, plus physique. Et Jam il s'est occupé. Moi, j'ai continué un petit peu à m'occuper de chaîne YouTube. Et Jam s'occupait. On prenait des décisions importantes ensemble, comme le nom de Black and White Burger. C'est moi qui ai eu l'idée. Parce que Jam était en train de faire l'entreprise. Ouais, comment on appelle et tout. Et je me dis quelque chose de stylé, classe. Black and White, c'est pas mal. Ouais, en plus, ça rentre dans l'esprit facilement. Ouais. Black and White Burger, tu vois. Il a dit, ok, c'est pas mal, tout ça. Et on s'inspirait de Russie, ils mettaient des gants. Tu vois, tout ça. Et après, ça, fur et à mesure. En fait, on n'arrive pas d'un coup un plan bien défini, à part les gens qui ont déjà l'expérience dans le business. Ça marche pas comme ça. Le business, justement, c'est quelque chose. Régler des problèmes. On a un plan, mais le business consiste en réglage de problèmes et de assimilage des gens pour que fonctionnement, en fait, pour que ça fonctionne, en fait, en gros, c'est ça le business. C'est pas, t'as une bonne idée, non. Bonne idée, tu peux très bien l'avoir, mais construire un écosystème pour que ça fonctionne bien et régler les problèmes, c'est ça le business. Et voilà, on s'est développé premier restaurant en 2018, Châtelet-Les-Halles. On s'est beaucoup battu pour ça, surtout Jam, pour qu'on nous fasse confiance, pour qu'on ait cette locale-là. Une fois que c'est fait, les gens, bien évidemment, ils sont venus 99% pour moi. Ils sont venus pour moi. Voilà, j'étais au summum de la popularité, entre guillemets, et tout. Mais nous, on n'a pas fait pour vendre de la merde. On n'a pas fait pour, tu sais, vas-y, on fait de la pub, ça va se vendre et on fait one shot et c'est bon. Dès le début, notre stratégie, c'était faire quelque chose sur le long terme, quelque chose de qualité dans lequel on mettait le cœur. Et au fur et à mesure, les gens ils ressentaient et ils commençaient à avoir l'amour pour le restaurant, pour l'ambiance, pour le produit. Et c'est pour ça aujourd'hui, quand j'arrive dans Black and White, la plupart des gens sont là parce qu'ils aiment Black and White, ils aiment les burgers, ils aiment cette ambiance, ils aiment tout ce qu'on a construit. Et voilà, ils vont quand même prendre photo avec moi, certains, mais ils sont avant toute chose pour ça. Et même 50%, peut-être, ils ne me connaissent pas moi, ils connaissent Black and White, tu vois. Ils ne savent même pas que je suis le fondateur Black and White. Aujourd'hui, tu as combien de restaurants Black and White Burger? Il y en a 23. Wow. Je crois qu'il y en a 8 en Belgique ou 9 et tout le reste en France. Et d'ici fin d'année, on compte avoir dans le 40-50. Wow. Ils sont déjà en travaux et tout, donc voilà. Et voilà, et maintenant ça va un peu comme sur des roulettes, Black and White. Et ça, c'est c'est un peu le but de chaque entrepreneur, je pense, créer un business en sorte qu'on puisse se retirer et ça va tout seul. Donc ça veut dire que là, grâce à ton... c'est une fédération, pas une fédération que tu as créée, c'est... Organisation. Ouais. Grâce à l'organisation de sport de combat YFC que tu as créé et tes restaurants Black and White Burger et d'autres projets qui arriveront bien évidemment dans le futur, là, tu es en train de te sécuriser. C'est exactement le mot, c'est sécuriser, construire la retraite et pouvoir justement avoir la liberté. Liberté à partir du moment
quelque chose qui nous apporte de l'argent sans notre participation, Ouais, c'est là sans qu'on notre- acquiert la liberté. Absolument. Mais c'est pas une, il faut créer plein de poules pondeuses pour que s'il y a une truc qui marche pas, il y a un deuxième, si le deuxième marche pas, un troisième. Et voilà, en fait, c'est pour ça, là, YKFC, on est en train de développer. On va voir ce que ça donne, on va travailler, on va charbonner. Et si ça marche pas, ça veut dire que on n'avait pas assez de volonté dedans parce que quoi qu'on entreprend, si on a envie, ça marche tôt ou tard. Ah, donc toi, tu penses que on peut tout réussir si on a la volonté et si on se donne les moyens d'y arriver? Exactement, pour moi, c'est juste question de choix. On peut tout réussir et dans tout, voilà, c'est juste question de choix, en fait, choix. Si tu fais les choix, c'est pas juste un choix, oui, je veux faire ça. Choix dans chaque petit truc, dans le quotidien, dans la vie, dans le moindre détail, moindre réglage de l'esprit, en fait, ça dépend. C'est plein de petits choix qui font, au final, un grand choix, en fait. Et oui, moi, si demain, YKFC ne marche pas comme je veux, ça veut dire que quelque part, j'avais pas mis assez de volonté et j'ai fait le choix de dire, ouais, c'est pas, vas-y, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, c'est juste ça. Bon, les gens qui te suivent sur les réseaux, bon, on voit que tu aimes les belles choses, on voit que tu aimes les belles voitures. Je sais pas si Jam, un jour, il t'a expliqué quand je l'ai vu à la station essence. Non. Bon, moi, j'ai un scooter, j'ai un 50, hein, j'ai un City Star. Hein. Donc, un jour, je suis à la station essence rue Oberkampf et je vois une Porsche Panamera à côté de moi. Je me dis, waouh, elle est belle, la Porsche et tout. Et qui c'est qui sort? C'est Jam. Je dis, ah, Jam, comment tu vas et tout. Et il a fait le grand prince, il m'a payé l'essence. Je dis, Jam, Ah ouais. j'ai un loyer, j'ai des enfants aussi, je vais écouter. Voilà, moi j'ai un modeste scooter City Star 50 et je vois cette belle Porsche à côté de moi et qui vois-je? C'est Jam. En plus, il m'offre même l'essence. Eh Jam, c'est la famille. Par contre, Jam, tu sais que je peux t'aider. Hein. On peut faire un échange de bons procédés. Hein. Contre de l'essence, moi je te fais une sèche. Hein. Bon, Ibra, là, on va enfin se restaurer. Donc alors, ce petit truc-là, Ces petits détails qui font les grandes différences. donc ça, c'est le seul restaurant de burger où il y a des gants. Et en plus, vu ce qui se passe avec les règles sanitaires, Ouais. t'es totalement dedans, toi. Ouais, exactement. On a vu dans le futur. Et les gants, après, il faut le demander pour que, question de économie et tout. Parce que les gens, on le mettait automatiquement avant. Il y en a, ils n'utilisent pas. Donc, D'accord. s'ils veulent, ils demandent, comme ça, on le donne, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a là en face de nous, mon petit? Alors, ici, on a Smash Burger, qui est dans le menu, à peu près il y a un an. On a mis ça dans le menu. Ici, on a Montaigne. Ouais, Et après, frites, patates douces avec les tenders. Des vrais morceaux de blanc de poulet. c'est pour toi, ça. Non, c'est pour toi. Ah ouais, Tout est pour toi. Moi, je ne mange pas. moi, Donc voilà. Les amis, Black and White Burger, fuck la diète. Et voilà. Après, ce qui est bien, c'est des produits frais. C'est pas surgelé, tu vois. Bah, la viande, elle vient de mon boucher. Voilà, mouché que tu connais, Black Angus. Ouais. Et c'est pas des produits. Peut-être c'est un peu gras, mais c'est pas mauvais pour la santé, tu vois. C'est de la vraie viande de race. Très, très bon. Chaque détail va faire en sorte que ce soit de la qualité, tu vois. Je me régale. C'est principal, c'est ce qu'on visait, tu vois. Donc, Ibra, au début de la vidéo, je te tarissais d'éloges. Tu me disais, oui, mais t'es en train de me saucer, ça me gêne. Tu imagines, tu es venu de manière clandestine en Europe. Et aujourd'hui, tu as une cinquantaine de restaurants. Tu as créé. Non, pas encore. Là, il y a 23, mais d'ici fin d'année, normalement, il y aura 50. Bon, bah, voyons dans le futur. Allez, tu as une centaine de restaurants d'ici quelques années. Tu as créé c'est pas une fédération, j'ai du mal à. Organisation. Tu as créé une organisation. Promotion. Tu as créé une organisation et tu promeus les sports de combat, le MMA, donc YFC. Donc, on peut dire que c'est plus qu'une réussite et t'es plus qu'un modèle d'intégration. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce sujet clivant dans les médias où on ne cesse de parler des immigrés? Parce que toi, t'es vraiment un immigré qui a réussi. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on peut penser des immigrés en France? Alors, moi, je pense que on peut dire ce qu'on veut de la France. Il y a des sujets que je suis pas d'accord. Il y a des trucs que je suis pas d'accord. Ok, il y a pas de problème. Mais à partir du moment qu'un pays t'accueille,
tu viens ici en fait. Tu n'es pas d'accord? Ok, il t'oblige à faire ça? Non, il t'oblige pas. Donc à partir de là que tu viens dans un pays qui t'accueille, qui te donne un... Moi personnellement, ma famille, ils ont donné la sécurité, ils nous ont sauvé la vie. À mon père par exemple, tu vois, parce qu'il était traqué et tout. Ils ont donné un moyen de se débrouiller, travailler, tranquillité. Oui, il y a des choses que je suis pas d'accord. Mais bon, je suis arrivé là, on m'a accueilli, je suis pas chez moi. Il y a des choses que j'aimerais bien... Oui, mais je suis pas chez moi. Si tu m'accueilles chez toi, par exemple chez toi, sous ton toit, j'ai nulle part dormir, je vais pas venir chez toi et dire oui, vas-y, ta bouffe, c'est pas bon, tu t'occupes mal de tes enfants, tu me demandes des conseils, oui, je vais te donner, tu vois, ce que je pense. Mais si tu m'as rien demandé, qu'est-ce que j'ai à te dire, en fait? Tu vois, je vais pas cracher dans la soupe, tu vois ce que je veux dire, que je mange. Je suis pas content, j'aime pas ta maison, ta bouffe, tout, je pars de chez toi, en fait, tu vois. Et c'est pour ça, de certaines manières, je comprends certains politiques d'extrême droite, je les comprends. D'accord. Même ça, si ça joue contre moi, ok. Mais moi, c'est un peu cette éducation-là que j'ai reçue, en fait. Et aujourd'hui, si j'ai la nationalité française, que j'en ai pas d'ailleurs. Ah, t'as pas encore la nationalité française alors que Non. tu crées des emplois et tu payes tes impôts en France et des impôts salés, je pense, j'imagine. Ouais, un peu, ouais. Vu tes revenus. Si je l'ai pas d'ailleurs, c'est parce que j'ai pas mis assez d'efforts en me demandant, parce que la bureaucratie, ça me, voilà, j'ai la phobie. Mais et quand même mes potes des fois ils me disent oui la France et tout, mais je dis écoute, t'es arrivé en France, t'es content d'être là, t'es tranquille parce que là au bled il y a la dictature, il y a pas de sécurité, on te raquette, tout ça, donc t'es content. Si t'étais pas content, tu serais retourné en bled, tu vois. Il y en a ils retournent vraiment, tu vois. Ils retournent parce que ils préfèrent là-bas, donc tant mieux, tu vois. Mais ces gens qui retournent, ils n'ont pas vraiment craché sur la France, tu vois. Moi, aujourd'hui, il y a des choses que j'aime pas et tout. Et voilà, en fait, c'est comme si je suis chez toi, tu m'accueilles, j'aime pas un peu, mais je me fais petit. Tu vois, je te remercie et tout. Et j'essaie de trouver moyen pour sortir de chez toi, de trouver mon logement à moi. Donc, si les gens, ils doivent procéder de cette manière-là, en fait. Ici, tu arrives en France, qui t'accueille, qui t'a donné les moyens et tout, si tu fous la merde... On peut dire que la France t'a tout donné. À toi, à ta famille. Je vais pas dire que la France m'a tout donné, parce que la France, il m'a donné la possibilité, il m'a donné la sécurité, mais il faut aller chercher, il faut aller bosser. Si tu peux pas rester assis comme ça, et la France, je suis pas venu toc toc, tiens Ibra, tiens je te donne un appartement, tiens un appartement pour tes parents, tiens tu as une voiture, non. La France, elle donne possibilité. D'ailleurs, tu as la possibilité partout. Mais en France, on a un peu plus facile peut-être, tu vois. Peut-être dit comme ça va sembler au contraire de ce qu'on pense, alors que je parle pas français et tout. Mais par rapport à d'autres pays où les possibilités, peut-être c'est encore un peu plus dur. Tu as la possibilité, tu veux faire études, fais tes études. Tu veux travailler, tu peux avoir de travail. Tu veux réussir business, oui, c'est dur. C'est dur parce que par rapport à ton langage, on te fait pas confiance, on te prend pour un débile. Vas-y, lui, voilà, ok. Mais je n'en veux pas. Peut-être j'aurais fait pareil si j'étais chez moi et c'est des étrangers qui arrivent. Peut-être j'aurais réagi pareil. Donc oui, c'est difficile, mais principal de pas se plaindre. Peut-être il faut redoubler les efforts, mais au final, ouais, tu as la possibilité. Il faut que tu prouves, il faut que tu t'imposes en fait. Et à partir de là, quand toi-même tu as confiance en toi, en fait, les gens, parce que si tu arrives et si toi-même tu bégayes et tout, les gens vont pas te faire confiance. Parce que de base, ils te font pas confiance déjà, tu vois. Et surtout, tu arrives, tu es un blédard et tout. Donc tout simplement, voilà, la France m'a donné des possibilités que moi j'ai saisies. Et après, il faut bosser beaucoup. Il faut bosser beaucoup. Si on reste à la maison en disant oui, le week-end, allez, je vais m'amuser. Il ne faut pas s'attendre qu'à 29, 30 ans, tu as la liberté financière de pouvoir voyager, faire ta passion et tout. Donc, quand on est plus jeune, surtout en France, tu veux réussir, avoir la liberté, fais tout pour ça, en fait. Donc, tu as l'énergie, tu as la testostérone et tout. N'utilise pas pour courir derrière les filles, même si moi-même, je suis pas meilleur d'exemple, tu vois. Mais il faut faire le moins possible, tu vois. Il faut faire le moins possible. Il faut cette énergie de diriger vers la réussite. Parce que quand tu as 20 ans, le mec s'en fout de toi.
Tu vois, parce que pourquoi je te parle de filles? Parce que le monde tourne autour de ça, surtout pour le mec, tu vois. On veut avoir l'argent, la popularité, ça. Pour au final, on arrive là, tu vois. C'est un peu naturel pour avoir la meilleure femelle, entre guillemets, tu vois. C'est un peu naturel. Mais naturellement, nos envies, on les contrôle parce que justement, c'est ce qui nous différencie des animaux. Animaux, l'enfant, ils vont accrocher, ils vont déchirer, ils ont envie, ils vont sauter sur la femelle. Alors nous, on est intelligent, il faut que nous, nous puissions contrôler. C'est pas le puissant qui doit nous contrôler, tu vois, donc c'est le contraire. Et là, il faut essayer le plus tôt possible cette énergie visée vers la réussite. Parce que quand tu as 20 ans, les filles, ils s'en foutent de toi parce que tu es encore un petit enfant. Tu vois, t'as rien réussi et tout, ils te voient pas. Mais par contre, les filles, quand ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils sont plein de possession de leur pouvoir. C'est eux qui dirigent l'humain. Mais après ça, à partir de 30 ans, voire plus, c'est là que l'homme, il dévoile le plus de potentiel. C'est là que lui, il leur commande. C'est là que les femmes courent derrière lui, tu vois. Et c'est ça qu'il faut pas que les gens... Parce que si tu perds ton temps dès maintenant jusqu'à 30, 35 ans, donc déjà, tu as perdu ton temps là. Même après, tu n'auras pas ce pouvoir-là, en fait, de construire ton pouvoir. Donc, tu as l'énergie, le testostérone, parce que ce qui fait qu'un homme, c'est un homme, c'est le testostérone, cette énergie et tout. Ne le dépense pas dans les futilités et tout. Je sais que c'est dur, parce que déjà, c'est dur, par exemple, arrêter le sucre, la drogue et tout. Alors, quelque chose qui est ancré en nous naturellement, c'est tellement dur. Mais quand tu commences à avoir possession de toi-même, tu ressens tel pouvoir et telle puissance que ça devient une drogue, de se contrôler, de dire que ouais, en fait, c'est moi qui me contrôle, c'est pas mes envies qui me contrôlent. Si tes envies te contrôlent, t'es quelqu'un de perdu. Et du coup, il faut savoir se contrôler. On ne peut pas se contrôler à 100%. En tout cas, il faut avoir cette envie déjà de base, partir pour se contrôler. Et une fois que voilà, tu arrives, tu as charbonné, je sais pas, jusqu'à 30 ans, tu es encore jeune, tu as encore l'énergie. Quel âge d'ailleurs, Ivan ? J'ai 29. Ah oui. Ouais. Donc on peut dire que depuis que tu es arrivé en France à 14 ans, ouais, en 16 ans, tu as accompli des choses extraordinaires, même au-delà de toutes tes expériences. Si on t'avait dit, avant que tu partes de ton pays, que tu te caches, tu passes par la Pologne, l'Allemagne, et tu te caches dans une camionnette, comme tu l'as dit, comme dans une tombe, pour pouvoir passer d'un pays à un autre. Si on t'avait dit que 15 ans plus tard, tu allais devenir un mec hyper connu, tu allais monter une chaîne de restaurants, tu allais créer... tu allais être un gros promoteur de sport de combat. Est-ce que tu l'aurais cru, ça ? Même en étant un rêveur, comme le rêveur que tu es, est-ce que tu l'aurais cru ? Non, parce que tu sais, quand tu fais quelque chose, même là, tu crois pas trop, tu vois, mais tu le fais quand même, tu vois. Moi, c'était personnellement, tu as des rêves et tout, mais tu vois, tu dis, ouais, c'est pas, tu vois, quand tu es un peu jeune, tu as cet esprit-là un peu, tu vois, mais il faut quand même se battre, tu vois. Mais je suis désolé, c'est pourquoi je te dis que ça me gêne un peu que tu me vendes à ce point-là, parce que pour moi, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai travaillé, quoi. Voilà, en fait, ce qu'aujourd'hui tu appelles extraordinaire, que les autres appellent la réussite, tout, c'est quelque chose de normal en vrai, tu vois. Et vu qu'aujourd'hui la normalité elle est absente, quand quelqu'un fait quelque chose de normal, on a l'impression qu'il a fait quelque chose de fou, alors que j'ai rien fait de ouf. Hein. J'ai juste travaillé, j'ai fait mon devoir de faire rêver un peu la famille, qui ont vécu la guerre, qui n'ont pas pris des vacances, de pouvoir aujourd'hui dire « Maman, là, t'as pas besoin de payer le loyer, vous êtes chez vous, tranquille, personne va vous embêter. Tiens, vous voulez partir en vacances, tiens, habille, mangez au restaurant, tu vois. » Ça, c'est quelque chose de normal. Et comme aujourd'hui, on me dit « Oui, t'as réussi. » Oui, en quelque sorte, t'as réussi de surmonter tes envies. C'est juste normal, en fait. Ça doit être quelque chose de normal, sauf qu'aujourd'hui, la société fait que des choses normales se devient extraordinaire parce que très peu de gens le font. Et on est dans une régression mentale que on a du mal à faire des choses mentales parce que tellement l'esprit est affaibli par amusement et fait ce que tu veux. On n'est pas des animaux, on fait pas ce qu'on veut. On suit pas, même si demain le gouvernement t'autorise, d'ailleurs il t'autorise, je vais pas rentrer parce que ça peut être mal interprété, des choses pas normales, ça veut dire pas que tu dois le faire et c'est normal en fait, tu vois.
Et à cause de ça, la normalité devient quelque chose d'extraordinaire et tout. Non, j'ai fait mon devoir, j'ai travaillé, je dois m'occuper de ma famille qui toute leur vie, ils ont été derrière moi, qui ont vécu la guerre et m'ont nourri, ma mère, et tout ça. J'apporte en fait mon devoir. Et ces devoirs, c'est normal, on fait rien d'extraordinaire, il n'y a pas de truc de fou. Moi, je suis content envers moi-même que je peux avoir la liberté. Tu vois, je me lève quand je veux. Si je veux, je fais ça. Si je veux, je fais pas. Demain, si je veux, je vais en vacances. Ça, c'est un joie de vivre, mais ça doit être normal en fait. Cette normalité, elle est absente aujourd'hui, et c'est pour ça on le voit comme quelque chose de manière de réussite et quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que je suis un peu gêné comme tu me dis, tu vois. Mais je comprends tout à fait, tu vois. Je comprends tout à fait. Bon, en tout cas, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo où tu t'es dévoilé, tu m'as dit des choses que moi je savais pas sur toi, hein, c'est extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas plus beau message de motivation que ton parcours atypique, puisqu'il est totalement dans l'air du temps, vu ce qu'on entend dans les médias aujourd'hui. Tu es quelqu'un d'hyper motivant, moi qui te connais depuis longtemps, tu es une source de motivation même pour moi. Et te compter parmi les gens que je connais, mes amis, c'est l'une des, on peut dire que c'est une réussite. Non, mais on peut dire que c'est une réussite. Arrête, parce qu'il on peut dire que c'est une réussite d'avoir dans ses amis des gens qui ont des valeurs, des gens qui ont mis au sommet de leurs valeurs le travail, les valeurs familiales. Comme tu l'as dit, les valeurs familiales qu'on perd dans notre société, car les gens veulent simplement briller, ils veulent juste le produit fini, consommer, voilà, c'est ce qu'ils veulent. Ils ont oublié qu'il faut travailler avant. Et avoir des gens aussi stables à ton âge, c'est extraordinaire. Et surtout, bon, on fera des grandes choses ensemble parce que on a une page à écrire dans le sport ensemble, parce qu'on est dans deux disciplines différentes, mais qui peuvent se marier pour permettre aux gens de progresser, d'évoluer. Et il n'y a pas de, comme j'aime dire dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et j'espère, les amis, que cette vidéo va vous inspirer, que vous allez découvrir Ibra dans un autre jour. Et même toi, quand tu reverras cette vidéo, ça va te faire bizarre de t'entendre dire tout ça. Non, franchement, parce qu'on se rend pas compte. Et toi, tu te rends pas compte. C'est ce qui te rend également très touchant du niveau auquel t'es arrivé, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on avance, nos modèles sont plus hauts. Je veux dire, quand tu fais du business, ton modèle, ça peut être Elon Musk, par exemple. Donc, tant que t'es pas arrivé à ce niveau-là, pour toi, t'es pas arrivé. Mais pour le mec qui gagne le SMIC ou qui gagne 2000 €, toi, ton niveau, c'est quelque chose d'inatteignable pour lui. Donc, je pense qu'on est tous le riche ou le pauvre de quelqu'un. C'est pour ça, en fait, j'essaie de l'expliquer. Il faut enlever la barrière qu'on se met nous-mêmes, en fait. Il faut pas se restreindre à dire que oui. Parce que ça, c'est ce qui a fait un petit peu involontairement la famille. La société, c'est ce qui fait avec l'école et tout. Donc, ne mettez pas des barrières dans votre tête vous-même parce que vous restreignez vous-même, en fait, de base. Bon, mon ami, t'es au top. T'es au top des tops. Et surtout, regardez-moi. Regarde-moi ce bras saillant, cette belle montre, ce beau polo, ce petit jean. Vous voyez pas les chaussures. Je sais même pas avec quoi t'es venu. T'es venu avec quoi, là? Non, franchement, T'es venu avec quoi? Faut pas mettre l'accent sur ça. Oui, mais t'as le droit, tu ne voles personne. T'es venu avec quoi? J'ai une petite voiture GLC voilà, ça me permet de déplacer de point A à point B confortablement. C'est ce qui me permet, quand j'ai envie de profiter un petit peu, j'ai des amis qui me prêtent des voitures, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est des choses plus grandes qu'avoir une voiture. C'est ce qui peut me permettre aujourd'hui. Tu vois, c'est ça aussi qui a changé un peu mon état d'esprit. Il y a encore quelques années, mon rêve, c'était avoir Urus. Aujourd'hui, je peux m'acheter sans problème. Mais c'est pas ma priorité. J'ai d'autres priorités qui sont beaucoup plus importantes que ça. Et si je serais resté sur ce même état d'esprit, je serais peut-être aujourd'hui en faillite ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc, pour terminer, quand on parlait de Dubaï, ils partent à Dubaï pour rouler en Ferrari. Toi, t'as pas besoin de partir à Dubaï pour rouler en Ferrari, tu peux rouler en Ferrari ici. Donc, c'est ça la différence aussi. Et en plus, on te prête des voitures pour que tu fasses de la vie. Elle est pas belle, la vie. Les amis, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Ibra, je pense que tu seras d'accord avec moi. Et la jalousie, ça se méritera toujours. Pourquoi, les amis? Parce qu'on n'envie pas des clochards dans la rue. Et quand quelqu'un parle de toi en bien ou en mal, s'il a le temps de te critiquer, c'est qu'il bande sur toi. C'est ça, en fait. Il bande sur toi. Et si toi, tu as le temps d'écouter les conneries qu'il raconte sur un tel et que tu surenchéris pour créer un dialogue, parce qu'attention, si quelqu'un parle mal de moi avec toi, bah, tu peux lui dire, écoute, moi, Rob, je l'aime bien ou je l'aime pas, mais dis-lui à lui. Mais si tu entretiens la conversation, c'est que toi-même, t'es un serpent, t'es une salope. Mais au bout du compte, si tu le fais, c'est que tu bandes sur la personne sur qui tu parles. Donc, c'est